Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonne semaine à vous tous, je suis ravi de vous retrouver avec Henri Guénaud. Nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Henri Guénaud, bonjour. Bienvenue. Cette affaire de voyage à Berlin de Manuel Valls qui déchaîne les critiques d'une partie de ceux qui appartiennent aux Républicains, Maïm Morano, Claude Guéant, etc. Vous trouvez qu'ils ont raison de critiquer ce voyage? C'est un débat qui ne m'intéresse pas. Quand il vient de la gauche, je le récuse. Quand il vient de la droite aussi, voilà. Je pense qu'on a autre chose à faire dans la politique française que de s'intéresser à ce genre de polémique. Mais c'est un peu un retour à l'envoyeur. Hein, c'est à partir du moment où c'est le moraliste épinglé. Voilà, c'est le moraliste épinglé. Il faut que chacun s'applique à lui-même les leçons qu'il donne aux autres. Mais à force que chacun donne des leçons aux autres, voilà où nous en sommes dans le débat. Et vous avez écrit il y a plusieurs mois, voire si ma mémoire est bonne, plusieurs années, une tribune considérant que c'était devenu très difficile de faire de la politique parce que finalement les responsables politiques étaient mal payés et au fond, pour des raisons qui tiennent à la crise, on leur demande d'avoir une vie d'asset. Je me souviens particulièrement de ça. Est-ce que ce qui arrive à Valls n'est pas un problème qui va arriver à toute la classe politique? Si, mais c'est un problème qui va arriver à toute la classe politique. Mais alors, c'est aussi la classe politique qui est responsable de ne jamais avoir trouvé de réponse à la crise. Nous sommes en face d'un pays qui souffre. Évidemment, quand les gens souffrent, ils deviennent absolument... Et qui s'expriment violemment sur les réseaux sociaux. J'ai regardé les réseaux sociaux tous les jours. Il y a en plus l'effet réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux... Ils ne décolèrent pas. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours le déchaînement. Chacun se défoule, chacun se lâche. Bon, c'est la Révolution française clandestine. Mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas du train de vie d'un homme politique ordinaire. Il s'agit du Premier ministre qui fait de la diplomatie sportive. Alors on peut juger que... mais ils ont tort, Morano et Guéant, de partir dans les tours. Écoutez, c'est leur choix. Moi, encore une fois, je le récuse quand ça vient de la gauche. Et il y en a eu il y a pas très longtemps. Il y en a eu beaucoup pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je vois que Monsieur Hollande, il prend le même avion que Nicolas Sarkozy. Je pense qu'un peu raison garder sur ces sujets nous permettrait peut-être de nous intéresser. Le congrès du Parti socialiste sur le plan du vocabulaire a été très dur à l'égard de Nicolas Sarkozy. C'est devenu l'objet. C'est la cible. Oui, mais tout ça est excessif. La politique de l'invective n'est pas une bonne politique. Et je trouve que mais alors du coup, on ne sait plus très bien qui a commencé, parce que quand Nicolas Sarkozy dit que finalement la politique de François Hollande est médiocre, les gens commentent en disant c'est François Hollande qui l'a traité de médiocre, et de l'autre côté, on entend c'est pas digne. On peut pas dire que la politique de François Hollande n'est pas médiocre. Le personnage, c'est autre chose. Enfin, pour ce qui me concerne, je pense que là aussi, on pourrait se grandir en évitant de tous côtés les attaques personnelles. Sa politique est médiocre, elle est mauvaise, mais c'est une chose de dire la politique est médiocre et qu'elle est mauvaise, c'en est une autre que d'attaquer de façon aussi insultante les personnes, comme ça a été fait au congrès du Parti socialiste, comme ça a été fait d'ailleurs pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par les mêmes qui aujourd'hui s'offusquent chaque fois qu'on leur adresse une critique. Je trouve que ce gouvernement file d'un mauvais coton parce que il ne supporte plus aucune critique, plus aucune divergence, même plus une question. Quand on pose une question au gouvernement, on a droit en réponse à l'invective, à la caricature, au coup de menton. J'ai beaucoup de questions. Vous êtes exprimé dans le Figaro donc ce week-end et vous dites en gros, par exemple sur la politique pénale, je ne suis d'accord avec rien de ce que défend Christiane Taubira et en matière de politique pénale et en matière de communautarisme et en matière... Je vais pas prononcer le nom de Madame Taubira dans l'interview. Je vais lire parce que je me suis précis. Je n'ai rien à voir avec Madame Taubira. Je suis en désaccord politique total avec elle, mais ça n'a aucun rapport avec le racisme. Oui, mais c'est pas dans l'interview de Figaro. Non, c'était il y a quelques jours auparavant. Oui. Donc, est-ce que là, il y a aussi un problème? C'est-à-dire qu'on peut plus critiquer les gens en fonction de leur appartenance? Ah mais oui, c'est devenu terrible. Vous ne pouvez plus rien dire. Origines. Moi, je pense n'avoir jamais, encore une fois, adressé d'attaque personnelle à quiconque, et en particulier à Madame Taubira, mais j'ai le droit de critiquer sa politique. J'ai le droit d'être en désaccord total avec sa politique, même si Madame Taubira s'appelle Madame Taubira. Je veux dire que il y a pas de différence pour moi entre critiquer Madame Taubira, critiquer Monsieur Sapin, ou parfois même critiquer mes propres amis. Donc... Question justement sur vos propres amis, lettre assez solennelle d'Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire et Xavier Bertrand sur les primaires. Ils ont demandé la tenue demain d'un bureau politique sur les primaires.
Et là aussi, j'ai regardé, il était prévu, ce bureau politique des primaires. Alors, comment vous interprétez cette lettre ? Puisque finalement, ils ont l'air de dire qu'on va escamoter la conversation sur les primaires, alors que le bureau politique va bien avoir lieu demain à 17h. Oui, c'est la folie des primaires, il y a la folie des tweets, il y a la folie des réseaux sociaux, il y a la folie de la transparence, il y a la folie des primaires aussi, voilà, chacun se place, chacun a peur d'arriver en retard. Mais dans elle la exprime campagne. quoi, cette lettre ? Puisque le bureau politique est prévu. Je sais pas, sans doute. Une sorte de comment peut-on dire, d'arrière-pensée, à savoir qu'ils ont peur que les primaires soient escamotées, même si on tient les bureaux politiques. C'est une manière de marquer le... Je crois que personne n'a peur qu'elle soit escamotée. Chacun a peur de ne pas être le gagnant, mais personne ne pense à escamoter les primaires, qui sont une très mauvaise idée, mais nous avons des idées d'en faire. Ce sera la règle, il y aura donc des primaires. Enfin, Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que vous avez le sentiment que les 4 personnages dont on vient parler pourraient à un moment ou à un autre se coaliser contre Nicolas Sarkozy? Je parle de Juppé, Fillon, Le Maire. Il faut leur demander. Vous savez, la politique réserve parfois des surprises. Voilà. Vous avez l'air très fataliste ce matin. Non, mais oui, parce que j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Tout ça n'est pas très digne. On est dans le combat politique, il faut s'exprimer aussi. Mais il n'y a pas de combat politique, là. Les uns s'énervent sur l'avion du Premier ministre, les autres s'énervent sur les montres de Nicolas Sarkozy, les autres s'énervent sur les primaires. Mais enfin, tout ça, qu'est-ce que tout ça a à voir avec les problèmes des Français? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la politique? Voilà. Est-ce que lancer des ultimatums aux uns et aux autres, dans son propre parti, a quelque chose à voir avec la politique? Je veux dire, avec une politique au service des Français et au service de la France. Moi, je suis rentré dans une famille politique il y a très longtemps où on considérait que la France était plus important que son parti. Voilà, je m'en tiens là. Je ne juge personne. J'ai pas de commentaires à faire. Cette lettre ne m'était pas adressée. Posez-leur ces questions. Moi, je ne sais pas s'ils se coaliseront, s'ils se coaliseront pas. Quelles sont les ententes, les mésententes, les alliances et les combinaisons. Venons-en au fond. La tribune de Montebourg est une tribune de fond, alors évidemment avec des arrière-pensées. Il parle du désastre de la politique de François Hollande. La loi Macron arrive à l'Assemblée, vous êtes à l'Assemblée. Il parle surtout du désastre des politiques d'austérité. Voilà, et Thomas Piketty, ce matin dans Libération, l'économiste, lui considère que, en gros, je simplifie, la politique de François Hollande en matière économique et sociale, c'est en gros du grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a pour vous dans les critiques, de le contredire. Voilà, justement, est-ce qu'il y a pour vous dans les critiques des deux des choses qui vous paraissent sur le fond justifiées? Je ne parle pas des arrière-pensées. Non, mais des arrière-pensées. Leurs arrière-pensées ne m'intéressent pas. Encore, je ne crois pas que M. Piketty ait d'arrière-pensée politique ou politicienne, mais oui, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une politique qui a oscillé dans tous les sens depuis le début du mandat. On ne sait plus très bien où on en est. D'un côté, on fait des chocs de simplification, de l'autre, des lois qui font 300 articles. On rigidifie en même temps qu'on assouplit. Enfin, tout ça est effectivement assez compliqué. C'est assez compliqué de se retrouver dans cette politique. Quant à monsieur Montebourg, qui est une autre critique, il parle de la politique d'austérité. Oui, les politiques d'austérité européennes sont des politiques qui se sont révélées néfastes. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, le FMI, enfin les organismes qui ont toujours défendu depuis des années la rigueur. Qui disent on est allé trop loin, trop vite, trop fort, et on a cassé la croissance, on a cassé la reprise. Mais même dans votre famille politique, ce débat existe. Oui, ce débat existe dans toutes les familles politiques, absolument. Et c'est parce que ce débat n'a jamais été tranché depuis plusieurs décennies que nous nous retrouvons aussi en partie dans la situation dans laquelle nous sommes. Et dans cette situation, parce qu'il y a un des arguments de Montebourg, qui est un argument que vous connaissez aussi, c'est la construction du Front National, puisque lui, il considère que c'est un désastre économique et social, mais un désastre politique, parce que cette politique amène le Front National. Vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas confrontée à un désastre économique et social. Non, mais j'ai pas dit le contraire, je dis simplement qu'il y a cet aspect, il y a ce volet politique. Mais bien entendu, le désastre économique et social profite aux extrémismes. Alors, dans certains pays, c'est l'extrême gauche. Chez nous, c'est le Front National. Voilà. Mais regardez l'état de l'Europe, l'état politique de l'Europe, l'état moral de l'Europe. Est-ce que vous considérez justement que le retour de la loi Macron, puisque vous allez la voter en dernière instance, peut-être pas vous, d'après ce coup, il y aura vous pronostiquez le 49-3?
Alors, je ne sais pas où en est la majorité sur ce sujet. Enfin, vous êtes à l'Assemblée, vous connaissez quand même assez bien les forces en place. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire. Ça dépend de ce que feront les frondeurs. Si les frondeurs ont décidé de voter non ou de s'abstenir, ce sera pas la même chose. Je n'en sais rien. Pour l'instant, ça c'est une affaire interne au Parti socialiste. Mais après tout, c'est très sain qu'il y ait des débats à l'intérieur de la majorité. Mais est-ce que vous considérez, parce que si jamais vous revenez au pouvoir, que d'une certaine manière, cette loi Macron, c'est quelle que soit son origine politique, la preuve que la France est irréformable? Non, la preuve que c'est une mauvaise réforme, ce sont de mauvaises réformes. Alors il y a sur 300 articles, rassurez-vous, il y en a quelques-uns qui sont bons. Sur les prud'hommes, sur la protection du patrimoine des entrepreneurs, il y a quelques articles qui sont tout à fait recevables, et puis il y a des articles qui sont irrecevables à mes yeux. C'est-à-dire la volonté de démolir à tout prix les professions libérales, par exemple, est irrecevable. Je ne vois pas en quoi ça va améliorer la croissance. Je ne vois pas en quoi casser ce qui marche améliore les choses. Enfin, je ne comprends pas cette entreprise de démolition systématique de la société, de l'économie, de l'école, dans lequel est rentrée cette majorité. Et puis, peut-être ce mot réforme finit par devenir extrêmement pesant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si ça veut dire démolition, alors je suis pas favorable à la réforme, je suis favorable à la transformation, je suis favorable à la rénovation, mais arrêtons de tout casser, de tout démolir. Encore une fois, la famille, l'école, maintenant on va faire la charte des langues régionales, l'entreprise de démolition continue. Voilà, tout, la nation, l'État, tout va y passer, les professions libérales, tout. Voilà, c'est une folie, quoi. Merci Henri Guénot d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député des Yvelines, que vous avez été le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Bonne journée à vous. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et celle de LCI. On se retrouve évidemment avec nos amis de LCI et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique.